salutations aux représentants des différentes agences internationales, aux cadres techniques ayant travaillé et ont contribué à l'élaboration du dossier. Alors vous allez m'excuser, monsieur le secrétaire d'État, personnes handicapées. Donc, vous pouvez le comprendre, j'ai fait l'effort pour ne pas oublier personne. Alors, il ne m'arrive pas, bien sûr, à avoir cette aptitude pour pouvoir ordonner mes salutations. Mais je crois que vous allez me pardonner. Alors, nous venons, si vous voulez, de faire un travail extraordinaire. Nous avons mis du temps pour réfléchir, pour analyser, pour produire des recommandations et pour pouvoir, bien sûr, regarder l'avenir avec des yeux de foi dans cette lutte sérieuse contre l'insécurité alimentaire à un moment où au niveau du pays, on est confronté à une crise sécuritaire multiforme. Ce qui veut dire que nous sommes en crise. Mais je suis tout à fait certain que nous allons pouvoir lever le défi dans la mesure où c'est dans nos gènes de lutter, c'est dans nos gènes de gagner des batailles, de gagner des guerres. Oui, nous en avons l'habitude et je pense que ça, cette insécurité alimentaire dans laquelle nous nous trouvons, va être anéantie à jamais. Alors l'exercice qui vient de se réaliser pendant les 3 journées, et bien avant, bien entendu, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, il y a eu des focus group au niveau des départements. Eh bien, cet exercice trouve sa justification dans cet ensemble de constats, dont certains peuvent être énumérés, même si ce n'est pas de manière exhaustive. Selon ce que m'a rapporté le coordonnateur de la Commission nationale de la sécurité alimentaire, il y a un certain nombre de constats qui sont faits. Tout d'abord, selon bien entendu les participants, nous sommes en situation de crise et nous avons un pays qui est enfermé dans un cycle de faible croissance et de réduction limitée de la pauvreté sur plusieurs années. Il y a une instabilité politique et la fragilité institutionnelle sapant la croissance économique nationale. Nous faisons partie des pays les plus exposés au monde à de multiples risques naturels et ces risques se sont accrus avec, bien entendu, ce phénomène que tous nous connaissons, le phénomène des changements climatiques. Encore s'aligne d'autres constats. Il y a une population nationale qui souffre des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition pendant que le pays est confronté à une crise d'insécurité alimentaire croissante. Les risques d'insécurité et de malnutrition exacerbés par le changement climatique, je viens de le dire. La faible productivité agricole et le prix élevé des aliments représentent les principaux facteurs d'insécurité alimentaire en Haïti. Alors que de nombreuses agences, nous devons le reconnaître, elles ont apporté leur appui, elles nous ont soutenus et nous sommes tout à fait reconnaissants envers ces agences. Ils nous ont aidés, bien sûr, notamment ils ont aidé les ménages qui sont confrontés à l'insécurité alimentaire, à partir bien entendu de leurs actions, à partir du financement, à partir bien entendu des apports techniques.
Mais nous devons reconnaître que nous sommes encore en plein dans cette situation de crise alimentaire. Il convient toutefois de reconnaître que, d'ailleurs, le coordonnateur national l'a répété, il a parlé du PARSA, un projet vraiment intéressant, un projet qui peut nous aider à adresser, en tout cas, qui peut contribuer à cette lutte que nous menons par rapport à la crise alimentaire. C'est un projet sérieux. Et nous souhaitons que ce projet aille dans la direction qui s'est fixée. La direction, bien entendu, de produire. La direction portant, si vous voulez, sur l'augmentation de la production alimentaire, l'augmentation de la productivité des terres. Oui. Et tout cela au bénéfice, bien sûr, des ménages, en tout cas des communautés locales qui sont fortement affectées par l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, nous devons reconnaître la portée des opérations agricoles, des opérations humanitaires actuellement mises en œuvre en Haïti. Mais cependant, elles souffrent d'une chose importante. C'est important parce que tout simplement, il y a pas mal d'initiatives qui se développent du nord au sud, de l'est à l'ouest, en tout cas à travers les différents départements du pays. Mais il y a un problème sérieux, c'est le manque de coordination, le manque de synergie, le manque de complémentarité. Il y a également un manque de partage de données. Et ce qui fait que, fort souvent, on répète les mêmes choses, ou encore fort souvent, les actions se chevauchent, et ainsi donc, des dépenses importantes sont faites, mais les résultats ne se trouvent pas au rendez-vous. À ce titre, il y a nécessité à ce que les stratégies de riposte aux crises alimentaires soient mises en œuvre de manière beaucoup plus systématique. Certes, nous venons de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Ce plan, comme l'a si bien dit le coordonnateur, moi je parle à partir bien entendu des informations fournies par le coordonnateur, des informations qui sont issues de vous. Alors, il n'est pas trop tard, on peut faire beaucoup de choses, car nous espérons bien sûr trouver des solutions de riposte. Nous sommes en situation de mettre, si vous voulez, de quintupler les énergies pour pouvoir aboutir à des résultats concluants en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce qui est important dans cet exercice, c'est que, alors, l'exercice est tout à fait important, l'exercice est intéressant, l'exercice que nous venons de faire a une portée tout à fait extraordinaire. Mais il constitue un point de départ important, accouchant bien sûr d'un premier document et des outils qui sont issus de ce travail qui s'inscrivent dans une démarche participative, dans une démarche évolutive. Le plan de préparation va être mis à jour aux besoins. Oui, ça doit être mis à jour parce que le plan, si vous voulez, n'est pas permanent. Il faut de temps en temps revenir sur ce plan parce que les situations changent. Et à chaque fois qu'on est en face d'une nouvelle situation, il faut bien sûr que ce plan puisse s'adapter à la réalité existante. Et ainsi donc, c'est un plan qui va s'inscrire dans, si vous voulez, dans un processus, comme j'ai eu à le dire, dans un processus évolutif. Ce processus prendra bien sûr en compte les enseignements tirés, reflètera les changements apportés au dispositif institutionnel. Le plan renforcera bien entendu la collaboration entre les différents acteurs et partenaires d'appui. Le plan consolidera l'appropriation par les pouvoirs publics que nous représentons et la capacité des nationaux à piloter les efforts de préparation aux crises alimentaires, nutritionnelles. Et je voudrais, si vous voulez, vous mettre en situation de combattant, puisqu'en fait,
chacun de vous ici présent, qu'il s'agisse, bien entendu, des partenaires techniques et financiers, qu'il s'agisse des cadres ici présents, qu'il s'agisse de nous autres, comme en tout cas placés à une échelle décisionnelle. Je dois vous dire que nous sommes condamnés à faire un travail de longue haleine, à faire un travail assidu, et nous devons, pourquoi pas, nous aligner à côté de Saint-Exupéry qui eut à dire: il faut sauver la part de l'homme qui mérite d'être sauvé. Et sur ce, je vous remercie. Les résultats de l'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire faisant état de 5,4 millions de personnes, soit 48% de la population haïtienne analysée, classifiée en insécurité alimentaire, phase 3 et plus de l'IPC, pour la période allant d'août 2024 à février 2025, ainsi que les éléments du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire en cours de finalisation, nous invitent à agir vite. Des données venant de différentes sources, notamment des enquêtes de terrain que nous avons réalisées, et d'analyse à partir des facteurs contributifs et les résultats de sécurité alimentaire qu'on a fait, en plus de consensus technique qui en est dégagé, indique qu'on est en pleine crise alimentaire et elle est majeure. Soit rappelé en passant les facteurs aggravants de l'insécurité alimentaire que le pays connaît. Il y a d'abord l'accroissement des difficultés d'approvisionnement dues aux diverses formes de violence, l'accélération du déclin de l'économie haïtienne, accès limité à l'alimentation en raison de la hausse du coût du panier alimentaire, les effets résiduels des chocs antérieurs et des difficultés d'écoulement de la production locale, pour ne citer que ces facteurs-là. Ceci étant, la mise en œuvre de la réponse multisectorielle s'impose avec empressement à travers un leadership approprié pour la coordination des actions publiques, étatiques et non étatiques et la mise en place de protocoles d'engagement multi-acteurs pour des actions rapides, concertées, complémentaires et synergiques. C'est sûr que le consensus technique doit être renforcé, doit être affiné. Mais déjà, on va procéder à l'inventaire des actions en cours et des ressources utilisées et celles qui sont mobilisables. Parallèlement, il devrait y avoir le renforcement des structures de coordination. Étant donné qu'on est en crise grave de sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans les premiers moments, la CNSA et ses partenaires d'avant-garde peuvent aider énormément en termes d'orientation, d'information, d'analyse intégrée, de la diffusion des indicateurs d'alerte avec leur signification, de la coordination multisectorielle au niveau central et décentralisé, du ciblage des zones et des groupes sociaux se trouvant dans le besoin et de l'évaluation d'impact. À cet effet, la DGPC, la Direction générale de la protection civile, quant à elle, sera d'une très grande utilité, tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, avec ses structures opérationnelles
à différentes échelles du territoire. Mesdames et messieurs, je répète que ce n'est pas un plan pour l'avenir, car on est déjà en crise. En fonction de la situation et basé sur les résultats de l'analyse IPC, on devra agir rapidement sur les zones classées en priorité 1 et 2. Et je cite ces zones-là pour l'instant. Zone en priorité 1. Il y a d'abord les personnes vivant dans les camps des déplacés, les personnes qui vivent dans les quartiers pauvres et très pauvres de Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets, du côté de la Grande-Anse et au niveau de l'île de la Gonâve avec les 2 communes se trouvant sur l'île de la Gonâve. En priorité 2, il y a des zones qui ont déjà 20% de personnes se trouvant en phase 4, qui est phase d'urgence alimentaire. Ils se trouvent où? Au bas plateau central, au haut Artibonite, du côté de Henry, Amlade et Saint-Michel. Dans la zone des NIP, il y a toute une série de zones dans les NIP. Dans le sud, notamment la côte sud. Dans le sud-est, surtout l'arrondissement de Berlance, l'arrondissement de Bénet. Et les quartiers pauvres et très pauvres de Delma. Ceci ne veut pas dire que les autres zones qui sont classées en priorité 3 et 4 seront négligées. Il va y avoir un calendrier d'action pour la mise en œuvre de la réponse dans les zones qui ne sont pas encore couvertes par des actions de réponse. Mais en fait, il faut qu'on multiplie les efforts, il faut qu'on renforce les efforts pour faire en sorte que le plan soit, comme l'a si bien dit, contrôlé et dirigé par l'État. 2, axé sur les graves crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est dans cette situation que le pays se trouve actuellement. Fondé sur des données probantes. Oui, nous devons avoir un bon système d'information pour pouvoir alerter, pour pouvoir analyser et alerter. Organisé au préalable, ce n'est pas à coup qu'on va le faire, mais il faut qu'on ait du temps pour faire le travail et de collecte d'informations, de consolidation des informations, d'analyse des données, et opérationnel et opportun. Et il faut aussi que ce soit un travail global pour ne pas laisser certaines zones de côté et ne laisser personne non plus de côté. Fondé sur le principe de ne pas nuire. Ça veut dire quoi? S'il y a des actions qui sont en cours, il faut qu'elles soient alignées, mais qu'on ne va pas bousiller. Et que ce soit aussi évolutif. Évolutif dans le sens que, eh bien, on a élaboré un plan maintenant, on devra continuer à faire la mise à jour de ce plan parce que, en fait, dans la situation que nous nous trouvons là maintenant, ce n'est pas une situation qui va, je dirais, qui va être mise sous contrôle rapidement. Donc, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir mettre à jour le plan. Voilà, mesdames et messieurs, comment l'on se propose d'agir en comptant sur l'appui des partenaires de développement et de l'action humanitaire. Et cet appui-là, ils vont aider à apporter des réponses à cette crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ceci, ça commence à se faire depuis l'élaboration du plan. Ça va continuer à la mise en œuvre de ce plan de manière cohérente, ordonnée et coordonnée.
Et pour terminer, je voudrais prendre un petit temps pour remercier les uns et les autres. Et notamment, je voudrais remercier le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour son leadership au niveau de ce ministère. Parce que c'est à travers ce ministère que le PARSA, le programme d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, est en implémentation. Et c'est à travers ce programme que ce plan, justement, est en élaboration. Je ne veux pas oublier l'appui de la primature qui a vraiment, une fois entendu, une fois invité, eh bien, la primature a endossé vraiment le travail. Et je voudrais remercier aussi la Banque mondiale, à travers la représentante de la Banque mondiale qui est présente, pour le financement. Pas seulement le financement de ce plan, mais pour le financement du projet, le projet PARSA, et aussi d'autres projets qui sont en cours d'implémentation. Et vraiment, pour terminer, je voudrais remercier chacun de vous ici présents et ceux-là aussi qui ne peuvent pas être présents pour l'appui inconditionnel qu'ils ont donné à ce travail qui est en élaboration, qui reste très peu pour être finalisé. Et je remercie tout le monde ici présent. Merci beaucoup.